Bonjour, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter l'endocardite infectieuse chez le dialysé rénal. Chez les patients hémodialysés, l'endocardite infectieuse est caractérisée par sa fréquence de plus en plus croissante et par sa mortalité qui est importante. Cependant, la littérature rapporte peu de publications sur ce sujet. Nous avons réalisé un travail qui avait pour objectif de déterminer les caractéristiques et l'évolution hospitalière de l'endocardite infectieuse chez les patients hémodialysés. Cette étude a été réalisée dans le service de cardiologie CHU Beni Messous, situé dans la région ouest d'Alger. Ont été inclus les patients hémodialysés hospitalisés de façon consécutive pour endocardite infectieuse entre janvier 2012 et octobre 2020. Nous avons inclus 9 patients. Durant cette période, le nombre total d'endocardite infectieuse hospitalisés était de 90, d'où une prévalence de 10%. L'âge moyen des patients était de 55 ans, le sexe ratio de 1,25. Dans plus de la moitié des cas, l'hémodialyse était réalisée par cathéter veineux. Sur les 9 patients, 8 avaient une valvulopathie, le plus souvent d'origine dégénérative. Les comorbidités les plus fréquentes étaient l'hypertension artérielle et le diabète. Les hémocultures étaient négatives chez 6 patients. 5 d'entre eux avaient pris un traitement antibiotique avant l'hospitalisation. Les hémocultures positives ont identifié respectivement un staphylocoque aureus, un staphylocoque epidermidis, un entérocoque fécalis. À l'échographie, les végétations étaient présentes chez tous les malades. Leur siège était aortique et ou mitral. Il n'y avait aucune localisation droite de l'endocardite infectieuse. L'évolution hospitalière a été marquée par les complications suivantes: insuffisance cardiaque chez 6 patients, embolie septique périphérique chez 2 malades et un AVC hémorragique. 4 patients sont décédés, d'où un taux de mortalité hospitalière de 44%. L'incidence de l'endocardite infectieuse chez les patients hémodialysés est estimée à plus de 300 pour 100 000 personnes contre 3 à 9 pour 100 000 dans la population générale. L'âge moyen est compris entre 38 et 66 ans et la plupart des auteurs rapportent une prédominance masculine. La présence d'une valvulopathie constitue un facteur de risque important d'endocardite infectieuse. Or, chez les patients insuffisants rénaux chroniques, les lésions valvulaires dégénératives et les calcifications au niveau de la valve mitrale et des sigmoïdes aortiques sont plus fréquentes et plus précoces par rapport à la population générale. Et ces lésions valvulaires dégénératives sont dues aux altérations du métabolisme phosphocalcique, aux lésions inflammatoires et à la malnutrition qui sont fréquentes chez ces patients. Dans les pays en développement, les valvulopathies sont souvent d'origine rhumatismale. L'accès vasculaire pour l'hémodialyse se fait par 3 principales voies. Il y a la fistule artério-veineuse, le greffon synthétique et les cathéters veineux. Comme le montrent ces 2 schémas, le risque d'endocardite infectieuse est le plus important avec les cathéters veineux. C'est la raison pour laquelle les recommandations privilégient la fistule artério-veineuse car le risque aussi bien infectieux que thrombotique est plus faible. Les comorbidités qui augmentent le risque d'endocardite infectieuse sont l'hypoalbuminémie, le terrain immunodéprimé, le diabète, qui sont particulièrement fréquents chez les insuffisants rénaux chroniques sévères. Il y a également l'âge avancé, certaines pathologies comme le cancer, les maladies de système, l'hépatite, l'alcoolisme chronique, la toxicomanie. Enfin, plus le nombre d'années de dialyse est important, plus le risque d'endocardite infectieuse est élevé.
Dans notre étude, les 2 tiers des hémocultures étaient négatives en rapport en partie avec les antibiotiques pris avant l'hospitalisation. Dans la littérature, l'agent pathogène le plus fréquent est le Staphylococcus aureus et ceci est expliqué par les taux élevés de portage nasal de Staphylococcus aureus chez les patients hémodialysés. Malgré l'utilisation de cathéters veineux, la localisation droite de l'endocardite infectieuse est beaucoup plus rare que l'atteinte du cœur gauche. La valve la plus concernée est la valve mitrale, puis la valve aortique, puis les localisations mitro-aortiques, ceci en raison, comme on vient de le dire, des lésions dégénératives et des calcifications qui se situent au niveau mitro-aortique. Malgré les progrès réalisés dans le domaine de la prise en charge médicale et chirurgicale de l'endocardite infectieuse, la plupart des auteurs rapportent des taux de mortalité hospitalière élevés qui peuvent dépasser les 50%. Et les facteurs qui sont associés à cette forte mortalité sont l'utilisation de cathéters veineux, l'âge avancé, le diabète, la fièvre à l'admission, l'hyperleucocytose, le siège mitral de l'endocardite infectieuse, les embolies septiques, notamment cérébrales, les germes résistants aux antibiotiques et la présence à l'échocardiographie de végétation volumineuse, de calcification mitrale sévère et de régurgitation aortique significative. En conclusion, l'endocardite infectieuse reste une pathologie grave, en particulier chez les patients hémodialysés, d'où l'importance de la mise en place de stratégies de diagnostic précoce et de prévention. Pour le diagnostic, le rôle de l'échocardiographie transthoracique et transœsophagienne est essentiel. Pour la prévention, les cathéters veineux centraux sont à éviter autant que possible et favoriser la fistule artério-veineuse. Appliquer les mesures de prophylaxie de l'endocardite infectieuse, car les patients hémodialysés chroniques sont souvent porteurs d'une valvulopathie sous-jacente. Enfin, appliquer et de manière rigoureuse les mesures d'asepsie, notamment lors de la manipulation des cathéters veineux et lors de toute procédure invasive. Je vous remercie pour votre attention. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler des endocardites sur cathéter. Je n'ai pas de conflit d'intérêt sur ce sujet. Alors, dans la médecine moderne, il est maintenant extrêmement fréquent d'avoir des patients avec des cathéters endovasculaires. Malheureusement, ces cathéters sont à risque de s'infecter de façon assez fréquente. Alors, dans quelle situation faut-il penser à l'infection du cathéter? Je ne parle pas de l'endocardite, mais de l'infection du cathéter. Eh bien, c'est chez quelqu'un qui va présenter de la fièvre, des frissons, un état de choc, parce que ces infections peuvent être graves. S'il n'y a pas d'autre cause pour cette fièvre, si la fièvre ne va pas répondre au traitement antibiotique, si par contre elle se résout lorsqu'on retire le cathéter, il faut systématiquement rechercher des signes d'infection locale, du pus, une rougeur locale, et il peut y avoir parfois des phlébites du membre supérieur fréquemment septiques. La présence également de bactériémie à Staph aureus ou Staph epidermidis est un marqueur puisque ce sont des infections à point de départ cutané la plupart du temps, et les bactériémies fongiques, en particulier la candida, sont également des marqueurs d'infection. Alors, de ces infections de cathéter, ces infections de cathéter peuvent parfois se compliquer d'une endocardite. La présentation classique de cette endocardite est une endocardite du cœur droit, mais il peut y avoir, dans des proportions qui sont peu définies dans la littérature, mais des endocardites du cœur gauche. On peut estimer que 2-3% des endocardites du cœur gauche sont en rapport avec une infection de cathéter.
c'est quand faut-il suspecter cette fois-ci l'endocardite et pas l'infection, l'endocardite compliquant l'infection du cathéter. Eh bien, si la fièvre ne se résout pas alors qu'on a retiré le cathéter, et puis devant des signes classiques d'endocardite, des signes classiques d'endocardite du cœur droit avec des signes d'atteinte tricuspide ou des emboles septiques pulmonaires avec des pneumopathies ou des abcès pulmonaires, et puis tous les signes classiques d'endocardite d'Osler et d'endocardite du cœur gauche. Là encore, je répète, les hémocultures à staphylocoque, épidermidis ou aureus, ou les endocardites, les bactériémies fongiques sont des gros marqueurs d'endocardite reliés au cathéter. En tout cas, il faut la rechercher de façon systématique, au moindre doute, et cette recherche va passer en premier lieu par la réalisation d'une échographie transœsophagienne pour rechercher des végétations, bien entendu, sur le cathéter et sur les valves. Après, il va falloir rechercher des emboles septiques qui sont avant tout pulmonaires, avec donc une radio de thorax à la recherche de pneumopathie et d'abcès pulmonaires. Et puis, il faut aller très facilement au scanner thoracique et à défaut à la scintigraphie pulmonaire. En 2020, je pense qu'il faut faire maintenant un PET scan au 18 FDG et la place des scintigraphies au leucocyte marqué est pas clairement définie, mais ça peut être utile si vous avez ce type d'imagerie à disposition. Sur le plan, bien entendu, microbiologique, il faut faire comme une endocardite classique, des hémocultures, mais la spécificité de l'endocardite à cathéter, c'est qu'il faut mettre en culture ce cathéter, qu'il faut retirer de façon totalement aseptique. Et si on regarde les recommandations internationales sur les infections de cathéter, il faut mettre ce cathéter en culture parce qu'on est devant une présentation clinique sévère, parce que l'endocardite est considérée comme une localisation septique secondaire et parce que la plupart du temps, on a des hémocultures à Staph aureus ou à Candida. Sur le plan thérapeutique, est-ce qu'il y a des spécificités? Eh ben, la première spécificité, c'est que le cathéter doit être retiré et retiré de façon rapide. Il ne faut pas perdre de temps pour retirer. Alors parfois, comme vous pouvez voir sur cette vidéo, il peut y avoir des images sur le cathéter qui sont énormes. Autant sur les sondes de pacemaker, on discute souvent de la taille des végétations. Dans ce type d'infection, c'est jamais discuté et il n'y a pas de recommandation sur des végétations, taille de végétation qui imposerait la chirurgie. Il faut savoir cependant que dans ce genre de situation, ça répond relativement bien au traitement anticoagulants si vous avez des végétation énorme. Et puis parfois, on a des espèces de grosses images qui disparaissent spontanément, une espèce de gros ballon. On a peut-être que ça se remplit de liquide et que parfois ça se vide du liquide et que ça diminue de taille de façon importante. Cependant, parfois, la chirurgie peut se discuter à cause de ces images. Les indications de la chirurgie sont des indications classiques sur l'endocardite, en sachant qu'on est souvent sur des populations très très fragiles, donc à discuter. Les arguments pour la chirurgie, c'est le micro-organisme, l'aureus, le candida. Et puis pour les endocardites du cœur droit, eh ben, si on a des régurgitations tricuspides très sévères, si on n'arrive pas à contrôler le sepsis, si on a des bactériémies de plus de 7 jours par exemple, et puis si on a des végétations énormes de plus de 20 mm qui continuent à être responsables d'emboles pulmonaires. Sur le plan de la prise en charge antibiotique, et dans les recommandations internationales, on n'a pas de paragraphe spécifique sur le sujet, donc il faut aller regarder le paragraphe sur les endocardites du cœur droit, peut-être aller regarder tout ce qui concerne les endocardites sur pacemaker, puisque ça peut être considéré comme relativement proche, et puis regarder tout ce qui concerne les endocardites à Staph aureus ou les endocardites fongiques. Globalement, si on regarde la problématique du cœur droit, attention, nous ne sommes pas devant une endocardite du toxicomane, où on a des traitements courts qui peuvent être réalisés. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette indication, le traitement antibiotique doit être probablement prolongé de 4 à 6 semaines en fonction de la présence de végétation et puis se rapporter aux spécificités liées parfois aux germes. Le message clair pour moi, le traitement antibiotique, c'est dans ces situations, comme dans toutes les endocardites, et je crois que ce message est important, c'est un travail d'équipe avec les bactériologistes, avec les infectiologues, et ce sont parfois des situations difficiles qu'il faut savoir discuter tous ensemble et avec le chirurgien quand c'est nécessaire. Je vous remercie.
Bonjour, je suis le docteur Brahim Kichou du CHU de Tizi Ouzou, Algérie. Ma présentation portera sur l'endocardite infectieuse associée au dispositif cardiaque électronique implantable. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. L'incidence des infections associées au dispositif cardiaque implantable a augmenté ces dernières années, parallèlement à l'augmentation du taux des implantations, qui elle-même est liée d'une part au vieillissement de la population et à l'expansion des indications. Cette incidence est variable, comprise entre 0,6 et 1,3% dans les études prospectives et entre 2,3 et 3,4% dans les études rétrospectives. Ces infections sont responsables d'une morbidité significative, d'une augmentation des coûts associés aux soins et d'une augmentation de la mortalité qui est estimée entre 5 à 8% à 30 jours. Ces infections peuvent être classées en 3 catégories: l'infection superficielle précoce de l'incision, l'infection profonde de la poche et l'infection systémique avec ou sans endocardite. Les germes le plus souvent incriminés sont les staphylocoques, qui sont responsables de ces infections dans 60 à 80% des cas. Les mécanismes de l'infection sont essentiellement une contamination locale de la poche au moment de l'implantation. Un délai de quelques mois à quelques années peut s'écouler entre le moment de la contamination et l'apparition des signes patents de l'infection. Beaucoup plus rarement, l'infection se fait par voie systémique à l'occasion d'une bactériémie. L'adhésion des bactéries au matériel entraîne la formation d'un biofilm qui empêche la diffusion des antibiotiques, impliquant que l'éradication de l'infection n'est possible que si l'on extrait le matériel implanté. Les facteurs de risque associés à ces infections peuvent être classés en facteurs associés aux patients. Ce sont essentiellement les comorbidités, les facteurs associés au device et les facteurs associés à la procédure. Le risque d'infection augmente de façon graduelle avec la complexité du dispositif implanté. Il est maximal pour le CRTD. Ce risque infectieux est également beaucoup plus important en cas de réintervention versus les primo-implantations, et ce risque est également multiplié par 7 en cas de survenue d'un hématome cliniquement significatif. Comment prévenir ces infections? Tout d'abord, l'instauration d'une antibiothérapie par voie systémique dans l'heure précédant l'incision. Par contre, ajouter des antibiotiques en per-procédure ou en post-procédure n'apporte pas de gains supplémentaires, comme l'a montré l'étude PADIT. L'utilisation d'une enveloppe antibactérienne diminue significativement ce risque, en particulier chez les patients dits à haut risque. Enfin, il faut éviter les bridgings anticoagulants oraux héparine au moment de l'implantation, car c'est source d'hématomes cliniquement significatifs et par ricochet une augmentation du risque infectieux. Le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments, des arguments cliniques, de l'imagerie avec en première ligne l'échocardiographie transthoracique et transœsophagienne, mais aussi l'imagerie fonctionnelle, à savoir le PET scan au FDG et la scintigraphie au leucocyte marqué, qui apporte une valeur diagnostique additionnelle, notamment lorsque l'échocardiographie est négative. Et enfin, le diagnostic microbiologique avec les hémocultures, les prélèvements au niveau de la poche au moment de l'extraction et la mise en culture des fragments de sonde extraits. Le diagnostic est facile lorsqu'on est en présence de signes cliniques locaux patents, de végétation au niveau de la sonde à l'échographie et d'hémocultures positives. Ailleurs, on se basera sur les critères diagnostiques établis par l'ERA et publiés en 2019, qui intègrent les critères de Duke modifiés, les critères de diagnostic de l'endocardite de l'ESC de 2015 et des critères additionnels. Nous disposons de critères majeurs et mineurs. Parmi les critères majeurs, nous avons l'infection clinique de la poche, les végétations sur les sondes ou encore une fixation anormale lors de l'imagerie fonctionnelle au niveau de la poche et ou des sondes. 3 situations peuvent se présenter: infection définie nécessitant une antibiothérapie et l'extraction du matériel,
infection possible impliquant de répéter les hémocultures et les tests d'imagerie, ou encore une infection rejetée. La règle d'or du traitement de ces infections est l'ablation complète du matériel impliquant le générateur et les sondes. Cette règle s'applique aussi bien pour les infections systémiques que pour les infections localisées. Pourquoi? Parce que l'antibiothérapie seule est associée à un mauvais pronostic. Quand réaliser cette extraction, idéalement dans les 3 jours suivant l'hospitalisation, par quelle voie? L'extraction des sondes se fera idéalement par voie transveineuse percutanée. La durée de l'antibiothérapie sera de 7 à 10 jours en cas d'infection superficielle de l'incision, de 10 à 14 jours en cas d'infection de la poche, de 4 semaines en cas d'infection systémique et de 4 à 6 semaines en cas d'endocardite infectieuse. Comment manager les patients après ablation du matériel? Tout d'abord, il faut rediscuter l'indication de l'implantation. Quand implanter, idéalement après avoir obtenu au moins 72 heures d'hémoculture négative, la réimplantation se fera du côté contralatéral. Chez les patients stimulodépendants, une stimulation temporaire est nécessaire, idéalement via une sonde à fixation active, implantée du côté ipsilatéral à l'extraction et connectée à un stimulateur externe. La réimplantation définitive se fera idéalement par voie endocardique et il faut toujours discuter de l'opportunité d'implanter les nouveaux devices, à savoir les pacemakers leadless ou encore les défibrillateurs sous-cutanés. Ces infections sont associées à un mauvais pronostic à long terme avec une surmortalité à 1 an. Parmi les facteurs de mauvais pronostic, on retrouve l'infection systémique versus l'infection de la poche. Cependant, certaines études monocentriques laissent suggérer que chez des patients correctement traités, à savoir extraction du matériel, antibiothérapie et réimplantation, le pronostic semble être similaire à celui des patients porteurs de dispositifs mais non infectés. Et enfin, la prise en charge de ces patients doit passer par une équipe multidisciplinaire avec une heart team pour améliorer le pronostic. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'expérience que nous avons à la Pitié-Salpêtrière dans l'endocardite valvulaire sur prothèse. L'endocardite sur prothèse valvulaire est une complication majeure de la prothèse valvulaire. Elle concerne 1 à 2% patients année. Elle concerne par ailleurs environ 20 à 30% de l'ensemble des endocardites bactériennes et c'est une maladie extrêmement grave puisqu'elle s'associe à une mortalité intra-hospitalière de l'ordre de 20%. Cette complication concerne aussi bien les patients porteurs de bioprothèses que les patients porteurs de prothèses mécaniques. Alors, concernant le diagnostic, comme vous le savez, il repose sur 2 éléments majeurs. D'abord, la documentation bactériologique de l'infection. Le deuxième aspect, c'est l'aspect imagerie. Alors, quelle imagerie doit-on faire en première intention lorsqu'on suspecte une endocardite sur prothèse? Eh bien, c'est l'échographie transthoracique et transésophagienne qu'on doit faire en première intention. Pourquoi? Parce que, on l'a dit, c'est des patients à très haut risque d'endocardite bactérienne, les malades porteurs de prothèses. Le deuxième élément, c'est que les présentations phénotypiques sont variables. En effet, on peut voir la classique végétation, mais il y en a aussi une prévalence relativement élevée d'abcès, de pseudo-anévrisme ou de désinsertion de prothèse. Ici, je vous montre un exemple de végétation, ici à gauche sur prothèse mécanique mitrale et ici à droite sur une prothèse biologique mitrale en échographie transésophagienne. Je vous ai parlé d'abcès. Eh bien, ici, vous avez un exemple d'abcès sur un patient porteur de bioprothèse aortique. Je vous signale que les patients porteurs de prothèse aortique ont volontiers des abcès localisés au niveau du trigone aortique. Il faut être très vigilant là-dessus. À gauche, vous avez un trigone normal à distance de la chirurgie valvulaire, un trigone fin en grand axe et en petit axe. Et puis à droite, vous voyez cet épaississement du trigone échogène qui fait plus de 10 mm. C'est très suspect d'abcès. Autre critère majeur, c'est la présence d'une fuite paraprothétique. Ça doit être considéré comme un critère majeur, même en l'absence de végétation valvulaire. Et puis enfin, on peut observer un aspect de faux anévrisme. En échocardiographie, il s'agit d'un espace vide d'écho périvalvulaire. On le voit ici en grand axe et en petit axe. Alors, une fois qu'on a fait le premier tour bactériologique et échographique, on a souvent, chez les patients porteurs de prothèses, encore une incertitude diagnostique. Les dernières recommandations
propose de compléter le bilan lorsque le doute persiste sur le diagnostic par un complément d'imagerie. D'abord, il est proposé de refaire un bilan échocardiographique transthoracique et transœsophagien à 1 semaine. Ici, vous avez un exemple d'un patient porteur de prothèse mécanique aortique qui a été exploré initialement sans critères majeurs retenus. Et l'examen fait 1 semaine plus tard retient le critère majeur dès l'échographie transthoracique qui montre un aspect de prothèse désinsérée extrêmement mobile, comme vous le voyez à droite de l'image. Alors, si l'échographie ne confirme pas le diagnostic, il faut aller plus loin et on va volontiers plus facilement vers le TEP scanner et le scanner cardiaque. Alors, dans le service, on utilise de plus en plus le scanner cardiaque. L'intérêt, c'est qu'on a une excellente résolution spatiale et une très bonne spécificité pour montrer c'est le critère majeur endocardite bactérienne. Je vous montre ce cas qui illustre, de mon point de vue, parfaitement cet apport. Vous avez à droite l'image échocardiographique en échographie transœsophagienne d'un patient porteur d'une bioprothèse aortique. Vous voyez le cône d'ombre postérieur ultrasonore qui nous permet de ne pas voir, qui ne permet pas d'explorer la chambre de chasse du ventricule gauche. Et il se trouve que chez ce patient, le scanner a identifié, vous voyez à gauche de l'image du scanner avec la flèche qui indique une végétation localisée dans la chambre de chasse, exactement dans le cône d'ombre postérieur des ultrasons. Donc, il faut aller au scanner facilement pour confirmer ce critère majeur. Le scanner permet également de mieux voir des abcès paravalvulaires et puis d'explorer les coronaires. Ce n'est pas d'un intérêt, c'est pas sans intérêt chez ces patients à haut risque. Le TEP scanner prend également une place de plus en plus importante. Ici, l'image à gauche d'un patient suspect d'endocardite chez qui le TEP scanner a permis de confirmer le critère majeur en montrant une hyperfixation sur la prothèse valvulaire aortique. Cependant, le TEP scanner est rentable, mais il manque de spécificité. Ce papier illustre que lorsqu'on ajoute le TEP scanner à l'algorithme, on augmente la sensibilité de 60% à 85%, mais au prix d'une baisse de spécificité qui baisse de 96% à 71%. Donc, cela pour souligner l'intérêt de combiner les modalités d'imagerie et de les interpréter les unes par rapport aux autres dans le contexte clinique du patient. Alors maintenant, un mot sur la prise en charge. Vous savez qu'il faut commencer par le traitement antibiotique. Le traitement antibiotique doit être d'abord intraveineux. Un petit warning dans notre centre concernant les fameux PICC line. On pense qu'il faut plutôt les réserver, vraiment les choisir au cas par cas, parce qu'ils sont associés à un risque d'infection nosocomiale non nul. Et on utilise de plus en plus le relais PEROS, évidemment, en discussion avec nos collègues infectiologues compte tenu des données récentes. La chirurgie cardiaque est un élément fondamental également de la prise en charge. Il y a 3 indications majeures: l'insuffisance cardiaque, les infections non contrôlées, la prévention de l'embolie. Mais vraiment, ces indications sont bien établies, mais il faut les intégrer bien sûr dans la prise en charge du malade en évaluant les comorbidités, le risque opératoire. Ici, je vous montre un exemple d'un cas qui nous a fait beaucoup discuter, d'une endocardite mitrale. Vous voyez l'image à gauche avec une volumineuse végétation qui avait embolisé dans le cerveau. Il s'agit d'une indication théorique à une chirurgie cardiaque. Cependant, compte tenu du haut risque opératoire, de l'absence de dysfonction valvulaire et la présence d'un germe très sensible aux antibiotiques, nous avons retenu l'option médicale avec succès, puisque cette patiente est actuellement ambulatoire, libre de symptômes à 5 ans de cette endocardite bactérienne. Donc vraiment des décisions cas par cas en équipe. J'insiste sur les endocardites sur prothèse sur un aspect fondamental qui est le suivi post-traitement. C'est des patients au risque de récidive bactérienne, de rechute de bactériémie et puis de complications locales. Donc, nous, dans le service, on fait systématiquement une étéo ou un scanner à la fin du traitement antibiotique et puis on refait des hémocultures à 4 à 6 semaines pour confirmer la guérison de l'endocardite bactérienne. Un mot sur les endocardites sur TAVI. On sait maintenant que le risque est équivalent par rapport aux prothèses chirurgicales avec une plus forte mortalité et un profil bactériologique différent avec une prépondérance de l'entérocoque fécalis, probablement en raison du profil patient et des approches fémorales. Raison pour laquelle, dans le cadre de la prévention, je vous signale que de plus en plus de sociétés, de collègues proposent de faire une antibioprophylaxie au cours du geste, plutôt par augmentin pour couvrir ce fameux entérocoque par rapport à la classique céphalosporine. Donc, en conclusion, l'endocardite sur prothèse est une maladie grave. Il faut une prise en charge en équipe et penser à prévenir et à bien suivre ces patients. Je vous remercie de votre attention.